Le but, c'est d'évoquer les relations franco-algériennes au fil du temps, donc relations importantes qui ont marqué durablement nos histoires, simplement la logique de la Méditerranée. Aujourd'hui, on est tous marqués par cette Méditerranée qui devient le plus grand cimetière du monde, et sans que les populations réagissent vraiment. On préfère réagir sur le gasoil et sur l'essence que sur les vies humaines, mais ça c'est une autre histoire. Peut-être qu'un jour ça se rejoindra et ce serait plus intéressant que ce soit dans cette optique-là. En tout cas, une Méditerranée qui pendant longtemps nous a rapprochés, qui nous a aussi séparés à d'autres moments donnés. Et là en ce moment les logiques migratoires nous invitent à penser aussi ces séparations. Donc on va essayer de présenter ensemble, disons chacun 15 minutes, à peu près 20 minutes, on ne sera pas chronométré de manière, je dirais, la plus dure possible, mais ces relations franco-algériennes au fil du temps. Donc au fil du temps, il faut une épaisseur historique. Il est clair qu'à un moment donné, on est obligé de passer par l'histoire, non seulement sur la logique des rapports coloniaux, non seulement sur les enjeux de la colonie de peuplement que fut l'Algérie pour la France. N'oublions jamais quand même Tocqueville, lorsqu'il propose avec de la démocratie en Amérique, en regardant ce qui s'est passé du côté des États-Unis, une colonie de peuplement, en disant qu'il faut faire la même chose en Algérie. Ce que la France, dans un premier temps, a fait, en éliminant, au sens physique du terme, et avec des massacres, les indigènes qui étaient présents sur ce pays. Il ne s'appelait pas encore véritablement Algérie, on pourra y revenir à d'autres moments donnés dans la discussion. Et puis bien sûr la logique de la colonisation, une société coloniale avec une mise en place d'une société duale, d'une société où une partie avait le pouvoir politique et une autre partie était totalement écartée. Et ça a marqué durablement cette histoire. Sans revenir sur le code de l'indigénat, on pourra peut-être redévelopper tout ça tout à l'heure. Et puis aussi des enjeux de rencontres, d'hybridation. Comment des rencontres se font et quels sont ces moments de rencontre? Alors on a dans nos mémoires, et on vient de sortir là d'un anniversaire particulier qui était celui du centenaire de la Première Guerre mondiale, les enjeux de la Première Guerre mondiale ont bien montré comment l'Algérie est mise, comme l'ensemble des colonies françaises, dans le bain de cette guerre mondiale, de ce Materialschlacht comme disent les Allemands, mais en tout cas d'une guerre totale, où on a amené bien sûr des soldats qui venaient d'Algérie, comment on a mobilisé la société algérienne. Et puis il y a d'autres aspects qu'on pourrait développer, je ne sais pas si on en prendra le temps, mais le moment du Front populaire, comment aujourd'hui on revisite la période du Front populaire grâce à de nouvelles archives, et où l'Algérie a connu exactement les mêmes grèves, les mêmes mouvements sociaux, les mêmes espoirs et les mêmes désillusions, parce qu'en général on pense aux accords Blum-Violette qui n'aboutissent pas. Il y a d'autres enjeux aussi, d'autres logiques, et la naissance entre autres à ce moment-là du Parti communiste algérien qui devient important, et puis l'étoile nord africaine qui va sur la voie totalement de l'indépendance. Donc dans ces enjeux de relations, vous voyez, on commence à dresser un petit portrait historique. Bien sûr les enjeux de la Seconde Guerre mondiale, n'oublions pas que l'Algérie, ce sont les premiers départements libérés du territoire national, après le débarquement de 1942 avec les anglo-saxons qui arrivent à Alger et l'installation du CFLN, du Comité français de libération nationale à Alger, et comment Alger devient en quelque sorte le début et les enjeux de la libération, qui vont mettre en place l'armée qui va revenir et qui va débarquer en Provence le 15 août 1944. Donc tous ces enjeux importants qu'on a pendant longtemps un peu occultés, et ce sont pas du côté des historiens, loin s'en faut, c'est des choses qu'on avait vues, mais il a fallu ces films comme Indigènes pour rendre la place à toutes ces troupes coloniales qui étaient venues libérer le territoire. Et puis bien sûr, l'autre aspect, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale, les enjeux de la décolonisation, d'une décolonisation particulière qui est marquée par les traces de la guerre d'Algérie dans la vie politique française, dans la société française. Comment, en fin de compte, on ne voulait pas se séparer de ce joyau d'une colonie de peuplement. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, et les enjeux de la guerre d'indépendance. Et surtout, cette guerre d'indépendance, elle a amené à des mémoires particulières, à des mémoires concurrentes. Et puis souvent, on aime à dire, c'est un des grands classiques dans les sciences humaines et sociales, de dire ce qu'on a fait avec l'Allemagne, pourquoi on ne le fait pas avec l'Algérie? C'est-à-dire que 10 ans
Après 1944, à peine, on arrivait à construire l'Europe, et sur l'Algérie, ça n'a jamais été vraiment fait. Et pourquoi, en fin de compte, ça n'a jamais été vraiment fait? Et pourquoi il n'y a jamais un pouvoir politique qui allait jusqu'au bout de cette logique de tendre la main, non pas simplement d'un pardon, le terme n'est peut-être pas celui-là qu'il faudrait employer, mais en tout cas de quelque chose de pacifique et de pacifié, même s'il y a encore des plaies ouvertes, et je pense... En particulier aujourd'hui, j'ai une pensée émue pour Brigitte Lenné, qui était une archiviste qui avait su, à un moment donné, expliquer ce qui s'était passé le 17 octobre 61, qui avait ouvert les archives, qui avait montré ce qui se passait aux archives, et qui du coup avait été mise au placard pendant très longtemps. Elle nous a quittés il y a peu, donc c'était juste une petite pensée, pour elle. Et puis dans ces liens, dans ces relations franco-algériennes, ce n'est pas simplement ces logiques de guerre, c'est aussi ces logiques pacifistes, de reconstruction. On va évoquer aussi l'immigration. Et Emmanuel Blanchard donc, sera le premier à intervenir, maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui a publié un très beau petit livre, je vous le conseille, sur l'histoire de l'immigration algérienne en France, pourra revenir sur les enjeux de cette histoire qui n'est pas simplement après 1945, souvent dans la vision de la reconstruction, les 30 glorieuses, on fait appel à une main-d'œuvre. Non, elle existait déjà avant et l'enjeu de la Première Guerre mondiale participait de cela. Donc il sera le premier à intervenir. Dans un deuxième temps, Farida Souia, qui est postdoctorante maintenant à Aix-Marseille, donc qui vient du CNRS Lamès, qui dépend donc de la Maison de la Méditerranée et des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence, reviendra sur les modalités qui régissent la migration entre les deux pays. Parce que les relations franco-algériennes, et vous voyez, on met l'accent sur les femmes et les hommes. On met l'accent sur les enjeux migratoires, sur les enjeux d'échange, parce que c'est ça, cette logique d'hybridation que j'évoquais tout à l'heure. Donc elle interviendra dans un deuxième temps, enfin un troisième si on considère que l'introduction est une première. Et puis enfin, on terminera par Nadji Safir, qui a été longtemps à l'Institut de sociologie de l'Université d'Alger, de 1992 à 1994, donc il y a eu d'autres interventions, en particulier auprès du président, de la présidente de la République d'Algérie, et qui, de ce point de vue-là, nous donnera aussi le temps présent et l'avenir, c'est-à-dire quels enjeux on peut avoir maintenant dans ces relations, après avoir dressé en quelque sorte un peu d'histoire, un peu de sociologie ou d'histoire du temps présent, mais aussi se projeter et pas être simplement dans une logique, je dirais, de regarder toujours dans le rétroviseur du passé et parfois simplement des passifs. Dernière chose quand même sur laquelle je voulais introduire mon propos, et après chacun aura le temps de revenir dessus, c'est quand même dans ces relations franco-algériennes, que l'on prenne un temps court ou un temps long, il a fallu seulement attendre 1983 pour qu'il y ait un premier voyage officiel d'un président algérien sur le sol français depuis l'indépendance. 62-83, il a fallu du temps, il a fallu qu'il passe 1981, il a fallu que se passe quelque chose dans le pays pour reprendre, renouer véritablement, officiellement le dialogue avec l'Algérie. Et ça donne à voir et ça permet de comprendre aussi ce qui pèse sur ces relations, c'est cette chape de plomb qu'a été non seulement la colonisation, mais aussi la sortie de la colonisation, la décolonisation, qui s'est faite de manière brutale par les enjeux de la guerre. Que ce soit cette défaite française, que l'armée n'a pas reconnue pendant très longtemps, n'oublions pas que la France reconnaît en tant que république le terme de guerre d'Algérie qu'au milieu des années 90. Les historiens l'avaient fait depuis longtemps, mais c'était les événements d'Algérie, c'était autre chose qui était mis en avant. Donc ça, c'est à prendre en considération. Le fait que chaque famille a été concernée, puisque c'est le contingent qu'on a envoyé de France, mais que chaque famille aussi algérienne a été confrontée à cette guerre, au déplacement de population, aux enjeux de torture, aux enjeux aussi. Et là, il y a de nouvelles thèses qui commencent à apparaître parce que des archives enfin s'ouvrent. On a beaucoup parlé de l'ouverture des archives de la Seconde Guerre mondiale ces derniers temps, mais enfin des archives de la guerre d'Algérie commencent à s'ouvrir, en particulier au SHD, au Service historique de la défense en France, où on commence à avoir des choses tristes qui réapparaissent, de mémoire sensible, les fameuses grottes dans lesquelles nombreux Algériens de l'ALN ont été tués avec des méthodes d'une guerre
qui n'étaient, enfin toute guerre n'est pas propre, hein, loin s'en faut, c'est pas mon propos, mais qui utilisaient des produits chimiques, qui utilisaient d'autres choses. Et comme cela, ça va pouvoir sortir, je pense, d'ici peu, dans les 3-4 ans, on va avoir des choses très importantes qui vont sortir, il y a des thèses sur le sujet, eh bien on pourra peut-être aussi permettre à certaines familles de véritablement faire le deuil de ceux qui sont disparus. On avait dit disparus et on ne sait pas où ils étaient. Et voilà tous ces enjeux de cette mémoire, de cette chape de plomb que constituaient les guerres, et non seulement par les mémoires aussi des harkis, non seulement toutes les différentes mémoires hein, qui sont présentes dans nos sociétés, mais aussi à construire différemment, construire autrement, un peu le message d'espoir, je pense que Nadji Safir nous donnera dans un dernier temps pour l'ouverture. J'en ai trop dit, pardon, je vais vraiment me contenter d'une petite introduction, j'ai essayé de replacer un peu le débat, et maintenant, dans un premier temps, donc Emmanuel Blanchard va nous parler de l'histoire de l'immigration algérienne en France, non seulement sur des logiques de temps long, la logique de l'historien, mais aussi cette singularité ou cette particularité de l'immigration algérienne en France, reprenant tant du temps des colonies, bien sûr, de la colonisation, et puis du temps de l'indépendance, et comment cela a fonctionné. Emmanuel, à toi. Merci Jean. Merci beaucoup aux organisateurs, aux organisatrices, en particulier l'association Un livre, une vie et l'IREMO qui ont organisé cette soirée. Merci à Jean d'avoir redonné un cadre, on va dire, historique général, puisque de mon côté, je m'attacherai simplement à une toute petite partie de ces histoires franco-algériennes, faites d'un certain nombre de moments de guerre et de tension, mais aussi de beaucoup d'autres rapports sociaux, puisque je m'intéresserai à la question de l'immigration. Une question dont on pourrait penser qu'elle est déjà connue, qu'elle est largement rebattue, mais dont j'essaierai de montrer que finalement, à l'aune notamment d'un certain nombre de nouvelles connaissances en histoire, en particulier sur les questions coloniales, mais pas simplement, il est toujours possible d'affiner un certain nombre de représentations et de sortir d'un certain nombre de stéréotypes. Et donc mon exposé visera à la fois à montrer qu'il y a une véritable singularité de l'immigration algérienne, ce qui n'empêche pas cette immigration d'avoir beaucoup de diversité en son sein, notamment parce que c'est une immigration de très longue durée. Et ça, c'est un des points sur lesquels j'essaierai d'insister. Alors dans ce petit livre, Histoire de l'immigration algérienne en France, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau d'une certaine façon alors que tant de grands livres ont déjà été écrits? Je citerai juste ceux de Benjamin Stora et d'Abdelmalek Sayad pour les plus connus d'entre eux. Et effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de travaux sur l'histoire de l'immigration algérienne que d'une certaine façon, il existe des lieux de mémoire de l'immigration algérienne. Et en écrivant ce petit livre, je m'étais dit que d'une certaine façon, j'essaierais de faire le pari d'un livre qui soit une histoire sociale de l'immigration algérienne, mais qui n'évoque pas Zinedine Zidane et qui n'évoque pas le bidonville de Nanterre. Alors, ce n'est pas un pari tout à fait tenu, puisqu'en fait, 2 fois, on trouve le nom de Zinedine Zidane dans ce livre. Bien sûr, il y a quand même quelques lignes sur le bidonville de Nanterre. Mais pourquoi je voulais d'une certaine façon contourner ces lieux de mémoire que chacun connaît. Zinedine Zidane, pourquoi voulais-je le contourner? Parce que d'une certaine façon, Zinedine Zidane a fait croire qu'il était habituel qu'un Algérien d'origine, né d'un père né en Algérie, et d'une mère née en Algérie, joue en équipe de France, alors que c'était quelque chose de très singulier. Alors même qu'on nous a expliqué que finalement c'était la 3e génération de l'immigration. Il y a eu les Polonais en équipe de France, après il y aurait eu les Italiens, et après il y aurait eu l'immigration du Maghreb et de l'Algérie. Et non, ce n'est pas cette histoire qui s'est déroulée. Je n'aurai pas l'occasion de le dire précisément aujourd'hui, mais je le dis par ailleurs. C'est une autre histoire qui s'est déroulée dans l'histoire des liens entre immigration, nation, football, dans le cas des Algériens que dans le cas d'autres immigrations. Et puis qu'on a des grands noms comme ça, qui en plus sont le support d'une histoire très diffusée, mais qui finalement est relativement décalée, on oublie cette longue durée qui fait que quand on parle des sportifs algériens, on pourrait aller de AA à ZZ. ZZ, c'est Zinedine Zidane, et AA, c'est Abdelkader Fares. Abdelkader Fares,
personne ne le connaît, on travaille un peu précisément sur la question, je ne le connaissais pas, mais qui est cet homme dont je veux dire deux mots? C'est le premier coureur algérien, à l'époque, algérien prenait des sens qui n'étaient pas des sens stato-national, pour le dire très vite, hein, qui a couru le Tour de France. Et c'était en 1936. Alors aujourd'hui, chaque été, vous voyez des articles dans la presse, pour la première fois, des coureurs africains, en général éthiopiens ou érythréens, au départ du Tour de France, première victoire d'étape, etc. En 1936, un coureur français, musulman, indigène d'Algérie, on reviendra sur ces catégories, courait déjà le Tour de France. Donc il me semble que, en décalant, en contournant, on arrive à dire autre chose. De la même façon, les lieux de mémoire, on pourrait très vite expliquer pourquoi le bidonville de Nanterre est devenu un lieu de mémoire de l'immigration algérienne, en raison de la guerre d'Algérie, en raison de sa résorption, mais surtout en raison des modes de politisation à l'intérieur de ce bidonville, que ce soit ceux par la Fédération de France du FLN, ou que ce soit ceux par des maoïstes au moment de la destruction, ou par ceux de la jeunesse en lutte contre la double peine, par exemple. Et donc, ça fait que ce lieu, en plus, à quelques kilomètres à peine des salles de rédaction parisiennes, est un lieu qui a été extrêmement photographié, extrêmement visité, et qui est considéré comme un lieu emblématique. Or, dans les années 50-60, il n'y a pas plus de 10% de l'immigration algérienne qui passe par les bidonvilles, et pas simplement par celui de Nanterre. Donc la trajectoire classique qu'on nous déroule comme la trajectoire classique de l'immigration algérienne, le passage du bidonville à la cité de transit au HLM, c'est une histoire qui a construit des lieux de mémoire, mais ce n'est pas l'histoire de la façon dont sont entrés dans le pays et dans la ville, puisque c'est une immigration massivement urbaine, au contraire d'autres immigrations, les Algériens et les Algériennes. Il me semblait aussi qu'il était nécessaire de refaire une synthèse sur l'immigration algérienne pour échapper à deux tropismes importants, qui n'étaient pas ceux d'Abdelmalek Sayad, mais qui ont beaucoup irrigué l'historiographie et les travaux sur l'immigration générale. Le premier tropisme, c'est attraper l'Algérie et les Algériens simplement par une histoire politique, en raison, effectivement, d'un phénomène très inédit qu'est le poids de la Fédération de France dans la lutte d'indépendance, on pourra peut-être y revenir, en raison d'une histoire beaucoup plus longue, en raison du fait qu'on a parfois, souvent écrit que le nationalisme algérien était né en métropole, avec le début de l'étoile nord-africaine évoquée par Jean tout à l'heure, sa fondation à Paris en 1925, un autre parti indépendantiste sera fondé à Nanterre en 1937, mais ce serait oublier que cette histoire du nationalisme algérien, elle est autant née en Algérie, en Tunisie, en Égypte, elle a beaucoup de lieux où s'est diffusé le nationalisme et même le sentiment indépendantiste. Dans le cas français, ce qui s'est construit, c'était dans la forme parti, en particulier avec les liens avec les partis communistes, mais c'est vraiment une simplification un peu trop forte de dire que l'indépendantisme serait né en métropole, même si ce poids fait que cette histoire a beaucoup été écrite au travers de l'histoire politique. L'autre façon d'écrire l'histoire de l'immigration, c'est une histoire évolutive, où d'une certaine façon, on va regarder des stades et on va comparer des stades qui dira d'insertion, d'intégration, d'assimilation, que sais-je encore. C'est souvent ainsi qu'a été écrite l'histoire, pas simplement de l'immigration algérienne, mais d'autres immigrations, et c'est de cela dont je voulais me départir, d'une certaine façon. Alors, quelles sont les questions que je me suis posées et que je veux partager avec vous en quelques minutes? C'était quand même de faire ressortir, au travers notamment du mot d'Abdelmalek Sayad, qui expliquait que l'immigration algérienne était exemplaire. Si elle est exemplaire, a priori, c'est que c'est une immigration qui serait comparable à tant d'autres. Abdelmalek Sayad disait qu'elle avait ouvert la voie à beaucoup d'autres, et j'essaierai de m'en expliquer en quelques mots. Et moi, je voulais redire que d'une certaine façon, cette histoire, elle est singulière. Alors, pourquoi insister sur le fait que cette histoire est singulière? Parce que je présume que l'immense majorité des personnes qui sont dans la salle sont persuadées que cette histoire est singulière. Donc là, je vous dirai deux mots, sans vous raconter les débats universitaires, sur comment s'écrit l'histoire aujourd'hui.
Et de plus en plus, aujourd'hui, l'histoire s'écrit, que ce soit l'histoire coloniale, l'histoire des migrations, dans une histoire où on explique qu'il faut arrêter d'écrire l'histoire par tranche, par communauté, par nationalité, que sais-je encore, et qu'il faut une histoire qui soit une histoire comparée, ou une histoire qui soit mondiale. Le succès de l'histoire mondiale de la France a atteint toutes les bibliothèques familiales quasiment aujourd'hui. Or, nous sommes un certain nombre à penser que, même si je vois tous les apports de ce type d'histoire, si on écrit l'histoire de l'Algérie dans une histoire du Maghreb, si on écrit l'histoire de l'Algérie dans une histoire de colonisation, par exemple, si on écrit l'histoire de l'Algérie ou l'histoire des migrations depuis l'Algérie en croisant avec tant d'autres migrations, on passe à côté de ce qu'a été ces échanges contraints, violents en grande partie, mais qui ne peuvent se résumer à tant d'autres histoires migratoires. Toujours pour donner des exemples qui soient très parlants, en quoi cette histoire est singulière, il n'y a aucune indépendance qui s'est arrachée en partie sur le territoire du colonisateur. Le seul point de comparaison qu'on puisse faire, c'est en gros l'Irlande avec la Grande-Bretagne, même si il n'y a jamais eu notamment la même présence dans la rue en termes de manifestation que ce qui a pu être la lutte pour l'indépendance algérienne. Il n'y a quasiment aucune immigration qui, à partir du moment où la situation coloniale a séparé tout autant qu'elle a rapproché, puisqu'il y avait des échanges autour de la Méditerranée bien avant la situation coloniale, et que d'une certaine façon, les Algériens, avant la situation coloniale, ils migraient un peu partout, et pas spécifiquement en France. Alors ils migraient comme on migrait à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle, mais il ne faut pas imaginer des mondes immobiles. Mais la colonisation a fait que quand une nouvelle forme de migration s'est mise en route, avec la Première Guerre mondiale, on va le dire très vite, une migration de l'ère industrielle, cette migration a tout été orientée vers la France. C'est-à-dire que des années 1914, quasiment jusqu'aux années 80, 90% des Algériens qui sont en situation d'émigration vivent en France. Aujourd'hui, c'est très dur de savoir parce que les États savent très peu. On a des statistiques sur les immigrés et très peu sur les émigrés. Ça, c'est pas un problème qui est propre à l'Algérie. Mais en gros, aujourd'hui encore, 75 à 80% au moins des Algériens du dehors, de l'immigration, sont en France. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique, un mouvement comme cela qui se perpétue sur plus d'un siècle. Les seuls points de comparaison, ça serait des points de comparaison, par exemple, avec les Mexicains vers les États-Unis, et sans doute plus sûrement encore avec les Portoricains vers les États-Unis. C'est très intéressant de dire les Portoricains, parce que avec les Portoricains, nous sommes dans un cas très spécifique où la transition vers la post-colonie n'est pas allée jusqu'à l'indépendance, à tel point que le premier sociologue à avoir écrit un article de terrain sur la situation des Algériens en France est un sociologue états-unien qui s'appelle Léo Bogart et qui avait avant tout travaillé sur les Portoricains et qui, dans un séjour de recherche en France, s'est intéressé aux Algériens et c'est le premier, suivi quelques années plus tard par André Michel, on y reviendra peut-être en quelques mots, qui a donné la parole aux immigrés algériens comme le font les sociologues depuis un peu plus d'un demi-siècle. Et pour donner un exemple encore plus frappant, puisqu'on a un tout petit peu parlé de football, l'Algérie a participé aux Coupes du Monde 2010 et 2014. Elle a participé aux Coupes du Monde 2010 et 2014 avec les 3/4 de joueurs qui étaient des binationaux nés en France. Il n'y a pas d'autre exemple où une équipe nationale d'un grand sport dans une grande compétition est une équipe fondée avant tout sur des joueurs nés à l'étranger et nés dans le même pays. Parce que par exemple, les Marocains, dans l'équipe nationale marocaine qui, elle, était... le Maroc et l'Algérie en général sont pas dans la même Coupe du Monde, qui, elle, était à la dernière coupe du Monde. Il y avait énormément, de mémoire, au moins 60% de joueurs nés à l'étranger, beaucoup de binationaux, mais nés du Maroc, des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, et absolument pas concentrés sur un même territoire. Une équipe comme le Kosovo joue avec des joueurs qui sont quasiment tous nés à l'étranger, mais dans énormément de pays différents. Là, on est face à une singularité qui nous montre qu'on n'est pas dans un phénomène de migration habituel, on est dans un phénomène d'imbrication, et j'en redirai deux mots à la fin de l'exposé. Et une fois qu'on a dit ça, on peut comprendre aussi
et je ne vais pas revenir sur les questions de guerre, dans les questions qui ont été abordées par Jean, que d'une certaine façon, on est l'immigration qui, alors qu'elle est très singulière, soit devenue l'immigration qui est devenue emblématique. Dans les années 70, quand on parle de travailleurs immigrés, tout le monde imagine un travailleur homme algérien. Alors même que déjà à cette époque-là, il y avait 40% des immigrés qui étaient des femmes, que les Algériens étaient certes majoritaires, mais loin d'être hégémoniques dans l'immigration. Mais la figure du travailleur immigré, ça a été cette figure du travailleur maghrébin, mais derrière le maghrébin, c'était l'Algérien. On pourrait voir comment les immigrations, donc j'ai dit un tout petit mot, marocaines et tunisiennes, ne se sont pas du tout organisées de la même façon que l'immigration algérienne. Et donc on a une sorte d'obsession algérienne, qui n'est pas simplement une obsession dans la mémoire, qui est aussi une obsession dans les politiques publiques. On parle d'obsession ici pour dire que c'est quelque chose qui se surdétermine sans forcément être nommé. Quand on change les lois sur la nationalité en France, et on pourrait faire une histoire des lois sur la nationalité en France de 1889 à nos jours, comment ce sont des lois qui ont été prises en grande partie au travers de la relation avec l'Algérie. En 1889, pour ne parler que cette loi-là, la loi 1889, c'est la loi qui jusqu'à nos jours irrigue le code de la nationalité, mais plus le code de la nationalité au sens strict en France, c'est dans le code civil, bon, on ne va pas aller dans les détails, mais c'est ce qu'on a appelé le double droit du sol, parfois le droit du sol, parce que si on va voir en détail, il n'existe pas de droit du sol en France, on y reviendra, c'est ça qui fait une spécificité algérienne, j'en toucherai peut-être en deux mots. C'est lié à la loi de 1889. Et qu'est-ce qu'elle cherchait à faire, cette loi de 1889? Elle cherchait à faire deux choses. Faire des soldats, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais aussi faire en sorte que les Italiens, les Espagnols, les Maltais d'Algérie, pour préserver un rapport démographique qui ne soit pas trop défavorable aux Européens, deviennent français même s'ils n'avaient pas envie de devenir français. C'est la loi de 1889, elle fait des Français sans demander l'avis des personnes, puisque le double droit du sol fait que les personnes sont automatiquement françaises. Et un siècle plus tard, ce qui sera reproché aux descendants d'Algériens, c'est d'être devenus français sans l'avoir demandé. Et pourquoi étaient-ils devenus français sans l'avoir demandé beaucoup plus que d'autres immigrés? Parce que là, c'est une spécificité qui est très forte. C'est que, pour le dire très vite, en 1962, il y a un gros trouble dans la nationalité, autour de la nationalité française et algérienne. Puisque, en 1962, d'un coup, quasiment 9 millions de personnes vont devenir algériennes. Sauf qu'il y a une possibilité d'opter. Pour les anciens Français musulmans, ils peuvent opter pour la nationalité française sous un certain nombre de conditions. Ils ont 5 ans pour le faire, mais 99,9% d'entre eux ne vont pas le faire, pour les raisons que vous imaginez bien, sauf que ça laisse un temps de latence avec pas mal de troubles. Là, ce qui est prévu aussi, c'est que quand les parents optent, les enfants deviennent automatiquement algériens aussi. Ce qui fait que dans des familles, mettons 62, familles immigrées lambda, ce qui est déjà beaucoup de familles, en 1962, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. L'enfant qui est né en 61, si son père et sa mère ont choisi d'être algérien en 62, il est algérien. L'enfant qui est né en 63 au même endroit, je ne sais pas, moi à Chenauve, prenons un exemple au hasard, cet enfant il est français. Pourquoi il est français? Parce qu'il est né en France, de parents nés en France, puisque ses parents sont nés dans un département algérien. Et ça va rendre fou la droite et l'extrême droite, jusqu'à ce qu'ils changent le code de la nationalité dans les années 1990. Et on pourrait écrire toute l'histoire de la nationalité française depuis un siècle au travers de cette obsession algérienne. Et donc c'est pas la même chose que d'autres migrations. On change très rarement le code de nationalité en raison d'une immigration en particulier. Là, il y a un exemple très parlant actuellement, c'est qu'on est en train de changer le code de nationalité pour Mayotte, pour 250 000 habitants, dont 40% sont dits comoriens, et on pourrait revenir sur cette différence, mais on voit bien que là, c'est lié, là aussi, à la colonialité, et donc pas à la question migratoire. Juste deux mots, puisque je vais insister sur la singularité, dire qu'est-ce que la diversité de l'immigration algérienne. Puisque une des grandes singularités de l'immigration algérienne, c'est que c'est une immigration prolétaire, dit-on très souvent. C'est-à-dire que dans les années 1960, 90% des Algériens en France relèvent de la PCS ouvrier. Sauf que la PCS ouvrier, c'est très large, et que l'immigration algérienne, elle a longtemps été plutôt sous-prolétaire que prolétaire. Pourquoi l'immigration algérienne a longtemps été sous-prolétaire plutôt que prolétaire? Sous-prolétaire, ici, c'est pas un point de vue que je porte, c'est une catégorie. Je vais m'en expliquer en deux mots. C'est que normalement, les étrangers, entre
guillemets, mais après la Seconde Guerre mondiale, il est prévu que les étrangers ils soient recrutés sur contrat. C'est le rôle de l'ONU. Mais les Algériens, ils sont français. Et donc, comme ils sont français, ils n'ont pas besoin d'être embauchés par des entreprises qui vont les chercher. Un des gros stéréotypes dont il faut se défaire, c'est de dire on a été chercher les Algériens pour reconstruire la France. Non! Les autorités françaises ne voulaient pas que les Algériens viennent, sauf que les Algériens étaient français, donc ils venaient. Et donc ils venaient, et comme ils venaient sans contrat de travail, où travaillaient-ils? Ils travaillaient sur les chantiers où ils allaient s'embaucher aux portes des usines pour être la manœuvre qui ajuste. Voilà, d'où le caractère de sous-prolétaire et non pas de prolétaire. Même s'il y avait aussi des prolétaires. Mais donc justement, l'OS de chez Renault, c'est la figure emblématique, mais l'OS était déjà un point avancé dans la carrière de beaucoup de ces Algériens, et non pas la situation de domination extrême. Donc ça c'est important. Mais il existait aussi des élites algériennes. Dès les années 30, il y a des profs qui sont dans les grands lycées parisiens et qui sont des musulmans d'Algérie. Certains étant plus musulmans parce qu'ils ont acquis la citoyenneté française, parce qu'être national français, c'était pas être citoyen français, c'était deux choses différentes. On dirait un musulman, c'est une catégorie de droit à l'époque et non pas une catégorie religieuse, mais ces élites existent déjà. Aujourd'hui, en France, il y a 10 000 médecins qui exercent et qui sont nés en Algérie. Je ne parle pas des médecins qui sont des enfants de l'immigration, parce qu'il y a pléthore d'enfants de l'immigration qui sont devenus médecins. Je parle des médecins qui sont nés en Algérie. Et bien des médecins nés en Algérie, il y en avait dès les années 30, 1940, des dentistes notamment. Voilà. Et c'est en cela, notamment, c'est à travers toutes ces singularités, qui me font dire que si on veut comprendre ce qu'est l'histoire des circulations entre l'Algérie et la France, avec d'abord cette immigration de peuplement dans la domination coloniale et l'immigration que je vous ai décrite aujourd'hui, il faut bien plus s'intéresser à deux sociétés imbriquées. Et ces sociétés sont à tel point imbriquées qu'aujourd'hui, entre un double national sur 2 et un double national sur 3 en France, c'est très compliqué aussi d'avoir des statistiques sur la double nationalité, mais on a dans l'enquête Théos de l'INED, près de la moitié de ces doubles nationaux en France ont la nationalité algérienne, puisque l'imbrication est telle, et c'est une imbrication de longue durée, parce que ça sera mon dernier mot, quand certains mauvais sociologues cherchent à comprendre l'intégration par si on calculait le taux de mariage mixte, ça nous donnerait une idée de l'intégration. Les Algériens dans les années 30, c'était les immigrés qui se mariaient le plus avec des Françaises, des Polonaises et des Italiennes, donc avec d'autres immigrés et d'autres prolétaires en France. Donc ça fait bien longtemps que cette imbrication elle est aussi familiale, même si elle est née en partie, en grande partie, d'un rapport de domination et d'exploitation politique au travers de la colonisation. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi, Emmanuel, pour cet exposé riche et synthétique. Je vous invite de toute façon, on pourra tout à l'heure poser des questions et vous pourrez lire le livre. Farida, maintenant, vous prenez le... Bonjour à tous, merci beaucoup Emmanuel. Ça va pas être évident de prendre la suite. Et puis merci de m'avoir convié à venir vous parler ici. J'ai intitulé la présentation « La mobilité dans les relations franco-algériennes ». J'aurais pu aussi bien intituler « L'immobilité dans les relations franco-algériennes ». Et puis ce qui va être aussi agréable, c'est que je vais pouvoir construire à partir aussi de ce que Emmanuel vient de vous dire. Juste, je voulais commencer par ce qui pourrait paraître être une simple anecdote politique. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient suivi le voyage présidentiel de Macron en décembre dernier en Algérie, qui était son premier voyage officiel en Algérie, où il y avait eu quelque chose d'assez commun dans la mise en scène de la vie politique en démocratie, qui est celle d'aller à la rencontre du peuple dans la rue. Et donc il a déambulé dans les rues d'Alger, et à plusieurs reprises on l'a interpellé sur la question des visas. Et je voulais vous montrer un court extrait de la vidéo de sa conférence de presse, mais malheureusement, dans le transfert des données, la vidéo s'est fichée. C'est peut-être pas plus mal qu'on l'entende pas directement. Et donc, lors de cette conférence de presse, à un moment, il prend la parole et il dit « J'ai vu ce matin trop de jeunes qui m'ont simplement demandé un visa. Un visa n'est pas un projet de vie. » Et donc, il a interprété cette question de visa comme étant un appel à la migration, de façon pas tout à fait erronée, mais très simplificatrice, et il l'a écarté. Et le lendemain, dans la presse algérienne, ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux éléments de cette déambulation qui ont le plus marqué, c'est un autre échange avec un jeune
qui lui a parlé de la colonisation et de l'après de la colonisation en lui disant « mais vous étiez pas né, j'étais pas né », genre passer à autre chose, et cette question des visas. Donc j'ai pris par exemple une qu'il y avait, c'est le journal Al-Nahar. Pour ceux qui parlent algérien ou ceux qui parlent arabe moderne, vous verrez que c'est de l'algérien. C'est une reformulation assez libre de ce qu'a dit Macron, puisqu'il a écrit « ما كانش visa, أقاموا في بلادكم وديروا التأويل ». Il n'y a pas de visa. Étudiez dans votre pays et construisez-vous un avenir. Parce que c'est vrai que dans la suite je vous ai juste cité un court extrait de sa prise de parole, mais juste après il avait une version un petit peu conservatrice de ce que c'est qu'une vie, puisqu'il leur disait de se marier, de fonder famille, d'avoir un travail dans leur propre pays. C'est ça, avoir un projet de vie, disait-il. Donc de cette anecdote, on pourrait croire, bon bah voilà, c'est une petite séquence médiatique, politique, comme il y en a tant, mais pour comprendre exactement pourquoi ces jeunes on appelait dans la rue au visa et comment le président français en est venu à écarter ainsi leurs propositions, on doit même ancrer un petit peu la réflexion dans l'histoire. Et donc moi je suis politiste employée par des sociologues, mais je vais pour cette fois emprunter à Emmanuel ses outils, puisque la présentation que je me propose de faire, elle est notamment basée sur les archives qui sont disponibles à la Courneuve, qui sont les archives diplomatiques, et sur la manière dont la question de la mobilité est pivot ou est négociée dans les relations franco-algériennes. Donc ce n'est pas parce que l'Algérie a été française qu'il y a toujours eu une liberté de circulation quand l'Algérie était française entre l'Algérie et la France. En fait, c'est à partir du moment du statut de 47 que les Algériens, en tout cas en théorie, peuvent aller et venir librement. Les accords d'Évian en 1962 ne marquent pas une rupture, puisque en théorie, à la suite des accords d'Évian, les Algériens peuvent encore aller et venir librement. Ils ont même, au-delà de la capacité à circuler, ils ont le droit à s'installer. C'était comme un élément de réciprocité aussi par rapport à la population européenne et notamment française qui se trouvait en Algérie. Cependant, à la suite de cela, en fait, progressivement, et c'est pour ça que, en fait, il est impossible de faire une histoire de la circulation ou de la mobilité sans faire une histoire de la migration en parallèle et des contraintes de la migration. En fait, progressivement, on va restreindre, on va limiter, on va essayer de contrôler les migrations, notamment avec des accords en 64, en 68, qui vont introduire la notion de contingent. On va mettre des quotas de personnes qui sont acceptées dans les travailleurs algériens tous les ans. On va complexifier les procédures administratives. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'alors que pendant toute cette période-là, on est encore dans ce qu'on pourrait appeler en théorie une liberté de circulation entre l'Algérie et la France, eh bien on va avoir d'ores et déjà des limitations qui vont se fonder. À partir du moment où vous avez du contingent, des accords qui introduisent le contingent, vous avez quelque chose qui débarque dans les télégrammes, dans les messages que s'envoie le ministère des Affaires étrangères, en fait, le poste à Alger et le ministère central, ou entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires intérieures, c'est les faux touristes. Les faux touristes, moi, j'étais convaincue justement au préalable qu'en fait, les faux touristes n'apparaissent qu'à partir du moment où on a un visa. Mais en fait, bien préalablement en fait, à l'existence des visas, on a d'ores et déjà la question des faux touristes qui émergent dans les archives. Et au-delà même de la question des... Bon, on ne voit pas très bien, mais c'est pour vous donner quelques exemples. Au-delà de la question des faux touristes, on a cette réflexion sur le régime d'entrée en France. Donc là, par exemple, là, c'est une note du cabinet du ministre qui dit qu'il y a un contingent en fait, de touristes admis de façon hebdomadaire, de touristes algériens en France, et qui en appelle en fait... c'est des éléments qui sont discutés en 67-68 entre la France et l'Algérie, et on comprend qu'en fait l'Algérie a protesté au refoulement, parce qu'en réalité le refoulement était fait par le ministère de l'Intérieur, parce que c'était arrivé en France qu'on refoulait des Algériens et qu'on les renvoyait, ce qui causait des troubles dans les relations franco-algériennes, et donc le ministère des Affaires étrangères demande au ministère de l'Intérieur d'arrêter de refouler à l'entrée, et on va essayer d'avoir un accord avec l'Algérie pour que l'Algérie en fait empêche les gens de partir. Ça ne va pas très bien marcher, on va réintroduire des quotas, etc. Ça c'est un premier exemple qui fait que c'est pas parce que dans les accords en soi
si on regarde au niveau relations franco-algériennes, il y a une liberté de circulation qu'en réalité, sur le terrain, elle existe réellement pleinement, cette liberté de circulation. Elle est d'ores et déjà limitée. L'autre élément, en fait, que mettent en avant ces archives, souvent, si on se met un peu au niveau macro, on est là, on a la France, on a l'Algérie, mais bien entendu, ces acteurs, ils sont pluriels. La France, ça ne veut rien dire en soi et pour soi. En France, notamment même si on est en train de travailler sur des politiques, eh bien, il y a des personnels dans les ministères, il y a des ministères qui ont chacun leurs propres agendas politiques. Et donc, on voit là aussi une note qui est faite là par le ministère des Affaires étrangères, qui est adressée au ministère de l'Intérieur, et qui leur dit des choses qui, pour nous, pourraient paraître d'une évidence folle, qui leur dit, mais attendez, l'été, bien sûr, si vous avez un contingent annuel, hebdomadaire, et que ce contingent c'est le même au mois de février et au mois de juillet, il y a un problème en fait, puisque les gens voyagent plus l'été. Et donc il leur dit vraiment, ils ne peuvent pas être assimilés, donc le ministère des Affaires étrangères écrit au ministère de l'Intérieur en leur disant qu'ils ne peuvent pas être assimilés à des faux touristes. Et c'est ce mot-là, faux touriste, qui émerge de façon très importante dans tous les échanges diplomatiques qui existent dans ces années 1960. Donc d'ores et déjà, cette liberté à circuler, cette capacité à aller circuler, elle est limitée par quelque chose, c'est on commence à voir la migration comme un problème à contrôler, et donc les personnes qui veulent voyager, on les soupçonne de ne pas réellement vouloir voyager, de vouloir s'installer. Et aussi, comme de toutes les manières, en parallèle, on limite les possibilités de migrer de façon régulière, eh bien, en effet, des personnes vont utiliser d'autres modalités pour essayer d'accéder à la France. Et donc très tôt, cette question de faux touristes émerge, elle va progressivement être de plus en plus pivotale et être renforcée. Donc je ne vais pas refaire une histoire de comment les capacités à migrer, mais les possibilités de migrer légalement en fait, sont réduites de façon importante à partir des années 70. Mais les gens continuent à migrer, c'est juste qu'ils migrent par d'autres moyens, mais c'est seulement l'autre moment d'histoire en fait, sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est seulement dans les années 80 qu'on va avoir l'institution de l'obligation de visa pour les Algériens qui veulent venir en France. Donc relativement récemment, on pourrait dire. Donc dès 1983, on a une première démarche qui est faite où on alourdit en fait administrativement les possibilités de venir avec des bordereaux, l'obligation d'avoir un viré-retour, les Algériens qui doivent surveiller les retours, etc. Mais en 1986, on va demander aux Algériens qui viennent en France d'avoir un visa. C'est depuis 1968 qu'on leur demande un passeport. Avant, ils pouvaient venir avec une carte d'identité. À partir de 68, ils doivent avoir un passeport pour venir. Et à partir de 86, ils doivent avoir un visa. Mais là aussi, en fait, ce moment-là, il doit être, on peut le regarder de façon... à partir des archives, en fait, ça décrit une réalité un peu plus complexe, puisque ce qu'on voit en tous les cas, c'est que le poste diplomatique français à Alger était contre l'institution de cette question des visas. Et donc là, je vous ai mis éviter la formule du visa, même si ça doit être pour ce qui est très intéressant, là aussi j'aime beaucoup les discours. Voilà, c'est des télégrammes, donc en gros c'est le poste d'Alger qui envoie au ministère des Affaires étrangères au centre, il dit il faut éviter le recours à la formule du visa et préserver, même si ça doit être pour une large partie dans la forme, le principe de la libre circulation des Algériens entre leur pays et la France. Et plus tard il dit, bon, il se rend compte que pour le ministère de l'Intérieur ça fait plus de démarches, etc., mais elle serait plus sûre, moins génératrice d'incidents, et qui, par leur caractère répétitif, préserveraient et pèseraient plus lourdement sur nos relations, donc sur les relations franco-algériennes. Donc on voit que pour les gens qui sont en poste à Alger, cette question des visas, elle n'est pas très bien accueillie. Donc là, on est en septembre 1986, on ne les a pas écoutés, hein, puisque dès octobre 1986, il y a une obligation de visa qui est instituée. Cette obligation de visa, elle est instituée par un simple courrier, en réalité, comme c'est souvent le cas. Et là encore, si on réancre, donc dans un contexte très spécifique où il y a les attentats à Paris, et puis du côté français, on dit on est obligé, c'est pour des raisons de sécurité. Et là, on voit aussi un lien très fort qui se dessine dans l'appréhension des questions migratoires, avec la migration qui est un problème perçu comme un problème économique, perçu comme un problème
sociétale, avec les prismes d'intégration, etc., etc., mais également perçu l'étape après comme un problème de sécurité. Et c'est là que c'est l'argument qui est mobilisé. Donc, au départ, cet échange de lettres, il disait, bon, on va mettre en place un système de visa de façon provisoire, inutile de vous le dire, ça n'a pas été tout à fait provisoire, et surtout on voit que ça s'inscrit dans une dynamique très générale, puisque dans d'autres notes du ministère qui n'ont pas la même échelle, là on regarde que l'Algérie, on voit qu'en parallèle, en fait, on fait exactement la même chose dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, et on fait la même chose dans le reste du Maghreb. Donc, si on regarde seulement au niveau micro, là, au niveau de la relation franco-algérienne, on a l'impression qu'il y a une situation spécifique. Elle est spécifique en raison des relations entre les deux pays, mais elle ne l'est pas tant que ça, puisque la France avait de toutes les manières l'intention de mettre en place le système des visas. Là où il y a une différence un petit peu avec pas mal d'autres pays, c'est que l'Algérie, à partir du moment où la France institue une obligation de visa pour les Algériens qui veulent venir en France, l'Algérie établit une réciprocité. Et dit, eh bien, alors, si les Algériens ont besoin d'un visa pour aller en France, les Français ont besoin d'un visa pour aller en Algérie. Et ce qui, aujourd'hui, fait une grande différence avec si demain vous avez envie d'aller au Maroc ou en Tunisie, surtout si vous y allez avec un tour opérateur, vous pouvez y aller avec votre carte d'identité, comme si vous étiez dans le sein de l'espace Schengen. Aller en Algérie, c'est plus compliqué. C'est pas parce qu'il y a une réciprocité que c'est des situations qui sont tout à fait similaires, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Pourquoi? Parce que votre passeport français, moi j'ai les deux, je fais partie de ces gens-là, que Emmanuel a nommé en première partie, moi j'ai les deux. Donc j'ai un passeport algérien, avec mon passeport algérien, je peux rentrer dans 49 pays, avec un visa qu'on me donne à la frontière, ou sans visa du tout, d'accord? Avec mon passeport français, je peux rentrer dans 149 pays avec un visa qu'on me délivre à la frontière ou sans visa du tout. Donc on voit bien que c'est pas parce qu'on a réciprocité qu'on a des conditions qui sont tout à fait les mêmes des deux côtés. Surtout, le fait de pouvoir donner ou pas visa est utilisé de façon différenciée par les deux pays. L'Algérie le fait, elle l'utilise aussi, et puis pour le coup, beaucoup de nos collègues chercheurs en font aller pour un chercheur aujourd'hui, aller faire du terrain en Algérie, c'est pas forcément évident, puisqu'on peut non pas avoir son visa refusé, puisque les Algériens sont trop subtils pour le faire, mais tout simplement ne voir sa demande jamais aboutir jusqu'au moment où, désespéré, vous allez chercher votre passeport. Et donc, et là, on a aussi une note, on a une conférence de presse, et c'est l'extrait qui est intéressant, c'est sur comment la réciprocité est vécue du côté français. Les Algériens ont décidé de nous appliquer la réciprocité. Je suis sûre que les visas, c'est une gêne pour tout le monde, et surtout pour les pays du Maghreb. Nous en sommes bien contents. Nous étions obligés de prendre cette mesure, et donc après, il dit, bon, de toute façon, c'est la souveraineté de l'Algérie. S'ils veulent faire réciprocité, ils font réciprocité. Mais après, il y a plein de notes où ils discutent à quel point cette réciprocité elle est absurde, qu'ils essayent de la contourner, et en plus elle n'est pas vraiment réciproque. Bref. Et donc, on voit là encore que cette réciprocité, en fait, elle a posé problème, en fait. Que l'Algérie essaye de se mettre sur un pied d'égalité dans les négociations, puisque dans les autres cas, on leur a imposé visa, les pays, et puis eux n'ont pas demandé visa en retour. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, mais sur cette question des visas, au départ, la première année, juste pour vous dire, les premières années, on les délivre de façon très libérale, entre guillemets, de façon très large. Donc, je crois que la première fois qu'il y a eu visa effectivement demandé, on en a délivré plus que 800 000 par an, et ça jusqu'en 1990. D'accord? Donc, c'est beaucoup, on n'est jamais revenu à des taux comme cela. Hein. Aujourd'hui, la France délivre aux Algériens à peu près 400 000 visas Schengen par an, et la population algérienne est bien plus importante aujourd'hui qu'elle n'était en 1990, donc on n'est jamais revenu à ces taux. Mais ensuite, un moment aussi qui va être très important dans l'histoire de la mobilité et de l'immobilité entre la France et l'Algérie, ça va être les années 90 et la décennie noire, où, en plus de cela, au préalable, on va avoir des dossiers qui vont être examinés à l'aune de cette notion que les Algériens représentent un risque migratoire de façon explicite. Je peux citer par exemple une note qui est donnée en fait aux personnes des consulats qui examinent les demandes de visa, et en 1990 on leur dit, outre les justificatifs requis, c'est le directeur de service des visas qui leur écrit,
Outre les justificatifs requis, il convient en effet de vérifier la stabilité de la situation socio-économique du requérant en Algérie. À cet égard, je souligne que les visas doivent être refusés d'office aux chômeurs, aux travailleurs précaires, etc. On se demande ce qu'il y a dans ce etc. Et plus loin, il invite les agents affectés au guichet à rassembler dans la mesure du possible les informations permettant d'acquérir la conviction que le requérant est de bonne foi et quittera la France à l'issue de son séjour. Et donc à se montrer très vigilant. Donc à partir de 1994, nouvelle étape, l'ambassade de France à Alger est touchée par un attentat. On ferme les représentations, enfin il y a encore l'ambassade, mais on ferme les représentations consulaires et les Algériens vont devoir envoyer par courrier leur dossier à Nantes afin d'obtenir un visa. Ce qui là encore va limiter les possibilités de circuler. Progressivement, à la fin de la décennie noire, et le dernier consulat à réouvrir, c'est celui d'Alger en 2007, on va réouvrir les consulats. Mais c'est pas pour ça que ça va régler tous les problèmes. Et cette question des visas, elle a fortement marqué en fait les imaginaires en Algérie, notamment les longues queues interminables, les moyens ou pas d'avoir un visa, et on le sent notamment quand on regarde l'humour, la dérision, etc. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ces moments-là. Aujourd'hui, donc, on a 3 consulats français en Algérie. En revanche, il y a une étape ultérieure qui a été prise et qui est prise par beaucoup de représentations diplomatiques pour les affaires consulaires, c'est que on a externalisé à des acteurs privés tout ce qui est dépôt de dossier. Donc en fait, le demandeur de visa n'est à aucun moment en contact direct avec un employé de l'administration française. Lorsqu'il fait sa demande de visa, il le fait à une entreprise privée qui, elle, l'entreprise privée, relève les données biométriques et qui ensuite transmet, elle, la réponse négative ou positive. Et donc là encore, ça marque beaucoup, notamment pour les questions de responsabilité, de qui examine les dossiers, les gens se posent la question, etc. Pour revenir un peu à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, on est là encore dans une situation un peu singulière. Si on fait une cartographie à partir des demandes de visa de l'année dernière, vous voyez qu'il y a un pays qui arrive en bleu foncé, et bien c'est la France. Pourquoi? Parce que malgré tous ces obstacles, eh bien les Algériens font encore 78% de leurs demandes de visa Schengen à la France. Alors que parfois, ce serait plus presque logique, stratégique, d'aller voir l'Italie ou l'Espagne, que d'aller voir la France. Il y a moins de temps d'attente, il y a moins de pourcentage de refus, etc., etc. Mais les Algériens continuent, et notamment à cause de l'imbrication migratoire que nous a décrit Emmanuel, à vouloir venir en France. Et alors, ce qui est je vais vous dire, c'est des moments où, quand on est un peu sur le terrain et qu'on fait des entretiens, on se dit, mais les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Donc, je fais notamment des entretiens avec l'ambassadeur de France en Algérie, et puis l'un des moments où il y a le directeur du service des visas en Algérie et qui me dit, non mais les Algériens, ils donnent des réservations d'hôtel, alors qu'ils ne vont pas à l'hôtel, ils vont chez de la famille. Alors, on leur reprend, et donc on va leur refuser le visa, parce qu'en fait, il y a une déclaration de faux. Mais en fait, c'est parce que parmi les pièces, il y a réservation, qu'une réservation d'hôtel, c'est gratuite, qu'un certificat d'hébergement à la mairie, c'est payant, qu'en plus, il faut avoir des conditions de ressources pour faire un certificat d'hébergement à quelqu'un. Donc les gens font une réservation qu'ils annulent, puis après, ils partent. Et donc, la procédure en elle-même, et non pas même l'intention, le fait qu'on pense que la personne va vouloir s'installer ou pas, devient une raison de refuser le visa, de frustration. Alors que l'imbrication entre les deux pays fait que ça n'a pas de sens. Et à un moment, par exemple, l'ambassadeur d'Italie me disait les Français ne voulaient plus qu'on accepte les réservations d'hôtel. Mais ça a un sens pour eux, mais ça n'a pas de sens pour nous. Donc on voit que, en fait, parfois, au-delà même du sens politique, comme si la procédure prenait le devant. On demande de plus en plus de visas, et juste aussi pour revenir un peu sur cette singularité, et parce que c'est vrai que la question de... Parfois, on a tendance à se penser que le Maghreb serait exactement la même situation, qu'en termes de mobilité, les Tunisiens et les Marocains seraient dans la même situation que les Algériens. Je vous ai donné à peu près les pourcentages de refus de visa Schengen. Donc là, cette jolie petite ligne bleue, c'est la moyenne tout pays confondu. D'accord? Donc on voit bien que, quoi qu'il en soit, les pays du Maghreb sont au-dessus de cette moyenne. Mais là, ici, de façon un peu centrale, avec des taux de refus qui sont entre 11 et 16%, on a la Tunisie
et le Maroc. L'Algérie se place là-haut, entre 29 et 35% de taux de refus, et plus haut encore, il y en a le Sénégal qui se place, par exemple. Mais dans un rapport sénatorial qui avait été fait en 2007, à ce moment-là, par exemple, l'Algérie comptait les deux, en position 1 et 2 des consulats où on refusait de plus de visas, on avait Alger et Annaba. Donc on voit bien que cette question de la mobilité et de l'immobilité, d'autoriser ou non des gens à se déplacer, elle est cruciale dans ces relations franco-algériennes. Les déclarations de l'ambassadeur en France sont suivies de façon très près par la presse algérienne et par les politiques algériennes, et ça reste un point de fixation assez forte. Pour conclure, et je m'arrêterai là, tout comme on ne peut pas penser l'Algérie et la France comme des entités uniformes où tous les agents auraient exactement la même position par rapport à la mobilité. De même, par en bas, les gens n'ont pas la même position à la mobilité. Ce que je ne dis pas, c'est que tous les Algériens ne peuvent pas circuler. Au contraire, il y en a qui circulent avec une grande facilité, peuvent obtenir des visas multi-entrées de plusieurs années, etc. Pour d'autres, c'est impossible en fait d'obtenir ce visa. Et ça ne les empêche pas en fait d'être sans fin dans cette démarche administrative, de se confronter aux autorités françaises et de redemander, un peu comme si c'était une loterie. Et une partie de mon travail, donc là je vous ai montré une partie de mon travail qui se place un peu vers le haut, vers comment les modalités de régulation en fait, de la mobilité sont négociées entre les États, mais elle se fait par le bas en suivant en fait, des demandeurs de visa, et notamment des personnes à qui on refuse le visa, et comment elles interprètent et elles expérimentent cette démarche, cette frontière administrative qui les empêche de voyager. Effectivement, dans ce deuxième exposé, on a vu les enjeux des cadres, non seulement législatifs, mais aussi macro-politiques. Parce que derrière, en fin de compte, lorsqu'on reprend les dates, les chronologies, ce qui est évoqué, on retrouve ce que nous a dit aussi tout à l'heure Emmanuel sur les moments historiques. Et là, 86, c'est Pasqua-Pandron. Il y a des enjeux particuliers qu'il ne faut pas perdre de vue, et qu'il y a aussi les peurs, les représentations, ce que tu évoquais tout à l'heure sur les logiques de droit du sol, et comme quoi tout est vraiment imbriqué. Alors là, on vient de faire deux exposés qui étaient soit historiques ou sur le temps présent, et puis dans le troisième temps, Nadji Safir va parler peut-être des perspectives des relations algéro-françaises ou franco-algériennes, peu importe, mais sur le présent et le devenir, qu'on ne soit pas toujours dans une logique de rétroviseur, mais qu'on ouvre des perspectives, et merci à lui de nous proposer ça. Merci. D'abord, merci aux organisateurs. Je les remercie beaucoup de m'avoir invité. Au début, j'avais envisagé une intervention sur les années 90, enfin 1990, qui me paraissait une période un peu particulière. Ensuite, j'ai estimé qu'il y avait des gens plus compétents que moi pour l'histoire, et j'ai préféré me consacrer à la situation, disons, actuelle et aux perspectives. Alors d'abord, par un hasard, je ne sais pas si on doit dire de l'histoire, ce soir, M. Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, donne une conférence, je pense sensiblement au même moment, à l'Institut français à Alger. J'ai découvert ça en lisant, en regardant le site internet du journal officiel algérien, El Moujahid. Je continue à le consulter parce que pour moi c'est une source importante d'informations. Et il y a une interview de M. Hubert Védrine, donc, qui est toute récente, et le journaliste lui pose la question suivante. Je n'ai pas repris toutes les questions, mais uniquement celles qui pourraient nous intéresser. Le journaliste lui pose la question suivante et lui dit « Évoquons maintenant un volet auquel aucun homme politique français ne peut échapper, à savoir les relations entre l'Algérie et la France. On vous prête la paternité de la formule partenariat d'exception, inventée alors que vous étiez ministre des Affaires étrangères. Dès lors, ma question est de vous demander si, tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui, le partenariat répond à ce que vous envisagiez au moment où vous l'avez imaginé. » Réponse de Hubert Védrine.
en grande partie, mais il faut toujours travailler à l'améliorer. C'est vrai que les relations entre la France et l'Algérie ne sont comparables à aucune autre, pour plusieurs raisons bien connues. Une longue histoire commune, des mémoires plus ou moins partagées, une langue en partage, des liens humains innombrables d'une extraordinaire vitalité. On a tous les éléments d'une relation intense et forte. Je voulais commencer avec cet extrait de l'interview de M. Hubert Védrine qui tombe vraiment à point au moment où je dis que j'allais travailler sur les relations actuelles et les perspectives. Je n'avais pas du tout cette information. Essayons de faire le point sur l'état des relations entre l'Algérie et la France. Effectivement, ce sont des relations tout à fait exceptionnelles. Ce ne sont pas des relations banales, telles qu'on peut les concevoir entre deux États, même si on intègre évidemment la dimension de différence de niveau de développement. Il y a d'abord une dimension importante qui est évoquée dans l'interview de Hubert Védrine, c'est la question de la mémoire. Je pense qu'elle est toujours présente et qu'elle ne s'attache pas seulement à la guerre d'Algérie. Bien sûr qu'il y a une grande partie disons, des conflits de mémoire qui se jouent à partir de la période 1954-1962. Mais en fait, on peut remonter plus loin. Je ne citerai qu'un exemple pour vous dire qu'au quotidien, ces questions de mémoire continuent à marquer les relations franco-algériennes. C'est des échanges encore actuels, parce que le problème n'est pas résolu. Il y a des crânes de résistants algériens, ça remonte au 19e siècle, et ces crânes sont au Musée de l'Homme à Paris. Évidemment, c'est légitime d'un point de vue algérien de dire nous voudrions que vous restituiez les crânes de ces résistants, etc. Si je prends cet exemple, c'est pour vous dire que tout ce qui tourne autour de la mémoire, il y a aussi l'immense dossier des archives. C'est un contentieux très important. Donc, ces enjeux de mémoire sont encore importants. Je voulais évoquer très rapidement les mouvements de population, mais je crois que les deux amis qui m'ont précédé l'ont fait, donc je n'entrerai pas dans les détails, mais uniquement pour avoir une idée, une information que j'ai trouvée en préparant ce topo. Un tableau de l'INSEE qui montre la répartition par origine des immigrés et leurs enfants en 2008. Les troisième et quatrième générations, et ces générations suivantes, n'étant pas prises en compte. Eh bien, en 2008, l'Algérie est le premier pays, 14,3%, devant le Maroc, 11%, le Portugal et l'Italie à égalité à 10,4%. C'est pour vous dire la présence, donc il y a une densité humaine forte. 400 000 visas par an, l'Espagne 100 000, l'Italie 50 000. Je continue, je passe très rapidement. Les étudiants algériens en France, la France est de très loin le premier pays d'accueil des étudiants en provenance d'Algérie. 90% des étudiants algériens qui poursuivent leurs études à l'étranger choisissent de le faire en France. Actuellement, il y a un peu plus de 30 000 étudiants algériens en France et qui se retrouvent confrontés à un nouveau problème tout à fait récent, celui de la hausse des droits d'inscription. Et il commence à y avoir des débats dans la presse algérienne autour de cette question. Les problèmes de culture, alors que l'Algérie est dans les faits l'un des principaux pays francophones, l'Algérie n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Ah oui, j'entends des réactions de surprise, et ben non.
l'Algérie a un statut tout à fait exceptionnel. Je me suis informé pour précisément ce topo. Un statut d'invité spécial. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas observateur. Hein. Il y a des pays qui sont observateurs et l'Algérie a un statut particulier. Pourquoi? Parce que là aussi, on revient à la question évoquée au début, des conflits de mémoire articulés autour de la colonisation. Toujours dans le domaine de la culture, une question qui prend une importance croissante, c'est celle de l'islam. Vous savez que la réalité de l'islam, je ne sais pas si on doit dire en France, de France, etc., c'est qu'il y a une assez forte segmentation, c'est-à-dire qu'il y a des institutions qui sont plus proches de certains pays que d'autres pays. Et dans cette problématique de segmentation de l'islam de France, l'Algérie est considérée comme le pays qui est le plus proche de la mosquée de Paris, et donc il y a là un élément à la fois, disons, dans les relations algéro-françaises, mais aussi dans la réalité telle que vécue de l'islam en France. Vous le savez, certainement, l'Algérie détache au moment du Ramadan à peu près une centaine d'imams à chaque Ramadan qui viennent pour les prêches et les veillées religieuses qui se tiennent à ce moment. En marge de cette question de l'islam, je pense que pour qu'on ait une vision quand même assez complète de la situation, il y a malheureusement la déviation par rapport à l'islam que constitue l'islam politique et plus que l'islam politique, les groupes terroristes qui sont des groupes qui font une lecture tout à fait extrémiste de l'islam et qui correspondent à une réalité dans tout le monde musulman, et l'Algérie est bien placée parce qu'elle a vécu cette situation. Et d'une manière ou d'une autre, ça ressort dans les débats sur les relations algéro-françaises, le fait qu'une partie de ces terroristes islamistes soit d'origine algérienne, c'est très connu, les frères Kouachi ou les frères Merah, illustre bien que d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, c'est toujours un contentieux lié à une histoire complexe, à des problèmes d'intégration, etc. Je ne m'étalerai pas trop sur ces questions, on pourra y revenir si vous le souhaitez dans le débat. Si on aborde maintenant la dimension économique, la situation au moment où l'on parle est à peu près la suivante. Il y a un excédent commercial français, mais qui est en baisse. C'est-à-dire que concrètement, il y a une évolution qui est très nette. En 2000, la part de marché, c'est-à-dire par rapport aux importations algériennes, la part de marché de la France était de l'ordre de 24%. En 2017, elle est tombée à 10%. C'est pour vous dire que la part de la France dans les importations n'a cessé de diminuer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des concurrents qui sont très actifs en Algérie, à commencer par la Chine, qui est le pays qui est certainement le plus actif et qui a vu sa part de marché augmenter le plus. En ce qui concerne les importations françaises en provenance d'Algérie,
évidemment, on retrouve les carences structurelles de l'économie algérienne. L'Algérie n'exporte rien, ou si peu, mis à part, évidemment, les hydrocarbures. Et toutes les exportations algériennes, en direction de la France, comme en direction d'ailleurs du reste du monde, restent concentrées sur, évidemment, les hydrocarbures à plus de 90%. Passons maintenant aux investissements. Les investissements français en Algérie restent importants. Si vous suivez ces questions, vous savez qu'il y a un débat à propos d'une disposition, disons, réglementaire. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une loi. Il y a une disposition réglementaire en Algérie qui exige que les investissements étrangers ne participent pas dans le capital d'une entreprise à plus de 49%. C'est ce qu'on appelle on parle de loi, je ne sais plus si c'est une loi ou un texte réglementaire, mais ce n'est pas important. Donc, il y a cette fameuse disposition 51-49 qui fait que, en réalité, les investissements directs étrangers sont assez peu nombreux en Algérie, en dehors du secteur des hydrocarbures. Il est évident que le secteur des hydrocarbures reste un secteur attractif. Mais, en dehors des hydrocarbures, il y a assez peu d'investissements. Il n'empêche qu'il y a des investissements français qui sont, disons, emblématiques. Évidemment, il s'agit de la voiture. Hein. Il y a une usine Renault qui est déjà entrée en production. Il y a une usine Peugeot qui est appelée à entrer en production. Ce sont les deux projets emblématiques. Mais il y a d'autres investissements dans des secteurs tels que l'industrie chimique, la pharmacie, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une disposition, je dirais, assez inattendue, c'est qu'il y a des investissements algériens en France. Et il y a deux types, je dirais, pour simplifier, hein, j'essaie toujours d'aller à l'essentiel. Il y a deux types d'investissements. Il y a des investissements formels qui sont faits par des entreprises. Il y a une grosse entreprise algérienne, qui est la plus grosse entreprise privée algérienne, qui s'appelle Cevital, qui a des investissements en France, qui a investi en France récemment, il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de la tournée du président Macron dans le nord de la France. Il a rencontré cet investisseur, qui est M. Rabat, et ils se sont entretenus d'un projet, qui est une espèce de projet emblématique de cette entreprise qui s'appelle Cevital. C'est un projet qui tourne autour des technologies de l'eau, les membranes pour filtrer l'eau, pour le dessalement, etc., qui est dans les Ardennes. Mais il ne faut pas oublier que Cevital avait déjà investi dans deux grosses entreprises, hein, Fagor Brandt dans l'électroménager et Oxo pour les portes et fenêtres. Mais, et ça on l'oublie souvent, ça n'apparaît pas toujours dans les statistiques officielles, il ne faut pas oublier les nombreux investissements qui sont faits par des particuliers qui n'ont pas le statut d'entrepreneur et qui investissent en France dans diverses petites entreprises ou bien dans l'immobilier. Et cela crée quand même la réalité d'échanges économiques qui sont importants et qui créent des liens, je dirais, objectifs en quelque sorte, entre les deux sociétés. Ce n'est pas uniquement un problème, je dirais, de mémoire, mais il y a des réalités, ce sont des problèmes d'argent, de capitaux, d'infrastructures, d'unités de production, etc. Voilà un tableau rapide de la réalité de la relation strictement bilatérale.
Mais, à mon avis, c'est très important, il n'y a pas que la relation strictement bilatérale. Il y a entre l'Algérie et la France des relations bilatérales qui se font dans des cadres plus larges. Le premier cadre qui me paraît intéressant, c'est celui de la Méditerranée. Il y a eu le grand projet de l'Union pour la Méditerranée, mais qui est un projet qui a assez mal évolué. Hein. Vous connaissez l'histoire. C'était une idée du président Sarkozy qui voulait créer un cadre de coopération entre les pays européens méditerranéens, c'est important, et des pays de la rive sud de la Méditerranée. Mais évidemment, il y a eu des objections, notamment de la part de la chancelière allemande, qui considérait que c'était un précédent dangereux pour l'Union européenne, parce qu'à ce moment-là, elle, en tant qu'Allemagne, pourrait organiser un partenariat particulier avec les pays de l'Est. Et finalement, cette Union pour la Méditerranée s'est transformée en une structure qui réunit les 28 pays européens, mais je crois qu'il faut déjà parler de 27 avec le Brexit, et 15 pays de la rive sud. Cette Union pour la Méditerranée rénovée correspond en fait à une ancienne logique qui remonte à 1995, c'est ce qu'on avait appelé le processus de Barcelone. Le processus de Barcelone qui organisait la politique de l'Union européenne en direction des pays méditerranéens. Deuxième cadre qui existe, qui est un cadre plus restreint et à mon avis plus opérationnel, c'est ce qu'on appelle le 5+5. 5+5 réunit 5 pays européens du Sud, cette fois-ci, hein, donc c'est Italie, Espagne, Malte, Portugal et France. Et les 5 pays de l'Union du Maghreb, qui, comme vous le savez, est totalement moribonde, qui est une coquille vide. N'empêche que ce cadre de coopération, qu'on appelle le 5+5, existe. Alors pourquoi parler de ces cadres élargis? C'est parce que, au sein de ces cadres élargis, la relation entre la France et l'Algérie est une relation importante, et c'est par la France et l'Algérie, entre autres, évidemment, il n'y a pas que la France et l'Algérie, il y a beaucoup de pays qui sont impliqués, mais souvent la dynamique de ces groupes de coopération, de ces instances de coopération, plus ou moins institutionnalisées, plus ou moins efficaces, est liée au dynamisme des relations entre l'Algérie et la France. Et j'aimerais terminer en évoquant un autre cadre multilatéral. C'est celui des rapports entre l'Union européenne et l'Afrique. L'Afrique en tant que continent, l'Afrique subsaharienne de manière particulière. Vous le savez, depuis quelques années, il y a une évolution inquiétante de la situation dans ce qu'il est convenu d'appeler la bande sahélo-saharienne. C'est-à-dire, en fait, c'est une large bande, hein, il y a des définitions scientifiques de ce qu'est le Sahel. C'est une large bande, disons, qui, pour l'essentiel, va de l'Atlantique et, dans certaines définitions, peut aller jusqu'à l'océan Indien ou la mer Rouge. En clair, il y a une dégradation de la situation en termes de sécurité au niveau de cette bande sahélo-saharienne. Et vous le savez, en janvier 2013, la France a dû intervenir militairement pour bloquer des colonnes de djihadistes qui fonçaient vers Bamako. C'est ce qu'on a appelé l'opération Serval. Et actuellement, le relais est pris par une autre opération française au niveau de la région qui s'appelle l'opération Barkhane. À ce moment-là, ça n'est pas passé inaperçu pour les gens qui étudient ces questions. Il y a eu une grande décision algérienne
c'est de laisser, je parle de janvier 2013, au moment de l'opération Sahel, c'est de laisser les forces aériennes françaises survoler l'Algérie pour aller rapidement opérer les frappes nécessaires au Mali. Ça a été un moment important, un moment concret de coopération. On a évoqué les relations entre l'Algérie et la France. Les relations entre deux pays, c'est une multitude d'opérations de ce genre. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vu la dégradation de la situation au niveau de la bande sahélo-saharienne, tout le monde, entre guillemets, disons, a fait pression sur l'Algérie pour que l'Algérie intervienne militairement. Il y a actuellement un cadre d'intervention militaire, c'est le G5, qui regroupe 5 pays du Sahel, la France, l'opération Barkhane, etc. Et l'Algérie est objectivement, d'après tous les rapports internationaux, la première puissance militaire au niveau du Maghreb, en termes d'équipement, de puissance de l'armée, d'entraînement, etc. Et on a demandé à l'Algérie d'intervenir et les autorités algériennes font une lecture de la constitution algérienne. Moi, je dis bien une lecture, parce que personnellement, je fais une lecture assez différente. Mais peu importe, ce qui compte, c'est la lecture des gens qui décident. Donc, ils font une lecture selon laquelle l'armée algérienne ne peut pas intervenir en dehors de ses frontières. Et au nom de cette lecture, ils disent « Nous sommes prêts à aider autant que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas envoyer de force à l'extérieur. » C'est-à-dire, concrètement, au Mali, au Niger, peut-être au Burkina, où la situation ne cesse de se dégrader. Entre parenthèses, le canard enchaîné de cette semaine, en page 3, évoque ce qu'il appelle la plus longue guerre de l'armée française, à propos de ce qui se passe dans le Sahel. Et donc, pour revenir à cette coopération algéro-française, cela n'empêche pas les forces militaires algériennes d'apporter un appui indirect, ou parfois même direct, en bloquant les frontières algériennes pour empêcher les groupes djihadistes, les groupes terroristes de se réfugier en Algérie. Voilà la réalité de ces relations franco-algériennes. J'ai voulu les exposer dans toute leur dimension, sans trop entrer dans le détail. Moi, j'en retiendrai deux éléments importants. Le premier élément, c'est que, comme ça a été dit, et puis ça n'a rien d'original, c'est vraiment une relation exceptionnelle, surtout par la densité humaine. On a évoqué des centaines de milliers de citoyens français ayant d'une manière ou d'une autre une relation avec l'Algérie. Donc il faut comprendre que tout ce qui touche ces relations, les évolutions qui se passent dans un pays ou dans l'autre, ont nécessairement des relations dans l'autre pays. Ça, c'est une dimension absolument essentielle. Et deuxièmement, c'est qu'il y a des perspectives, parce que j'ai tenu à parler à la fin des perspectives, c'est qu'il y a des perspectives de coopération entre l'Algérie et la France sur un certain nombre de questions qui sont des questions très très sensibles et qui vont l'être de plus en plus. Un, c'est d'abord l'évolution de la situation au niveau du Maghreb. Il faut reconnaître que la situation au niveau du Maghreb est une situation en termes de développement économique, mais aussi en termes de sécurité qui n'est pas, disons, des plus réjouissantes. Et on peut imaginer qu'une coopération renforcée
entre le Maghreb et l'Europe pourrait prendre en charge un certain nombre de ces questions. Et une autre dimension qui est très importante, c'est celle de la bande sahélo-saharienne. Toutes les données qui sont disponibles permettent de penser qu'une dégradation de la situation peut aller très vite au niveau de la région. Vous savez que nous sommes en plein débat sur le réchauffement climatique. En matière de sécurité, il y a une formule qui a été inventée par des experts de ces questions et qui parle de multiplicateur de risques. C'est-à-dire que le changement climatique, le réchauffement climatique est un multiplicateur de risques. Si vous avez un risque de famine sans le réchauffement climatique va faire que cette famine sera plus importante, les migrations seront plus importantes, les conflits entre groupes au niveau d'une société donnée, par exemple dans le Sahel, seront plus importants, etc. Et là, et je terminerai sur ça, il y a des possibilités de coopération dans l'intérêt bien compris de l'Europe et du Maghreb pour prendre en charge les perspectives, disons, plutôt inquiétantes au niveau de la bande sahélo-saharienne. Voilà, j'ai essayé de présenter rapidement le tableau actuel des relations entre l'Algérie et la France. Merci à Nadji Safir pour cet exposé aussi qui ouvre des perspectives géopolitiques, des perspectives de coopération économique et puis bien sûr qui prend à bras-le-corps la grande question qui traverse toute la planète aujourd'hui, cette question du réchauffement et de ses effets induits et comment ça peut être instrumentalisé ou instrumenté, puisque je crois qu'on dit les deux. Maintenant, la parole est à vous. Allez-y. Deux questions à Nadji. La première, une de politique fiction. Si en 79, Chadid Jedid n'avait pas été président, mais Aziz Bouteflika, quelle serait la situation aujourd'hui? Et une deuxième, comment se sortir de l'économie à part entière donc de l'Algérie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la décision du Premier ministre français sur l'augmentation de 10%, multiplication par 10 des droits d'inscription pour les étudiants étrangers non européens, dont les Algériens? C'est une grave question. Oui, bonsoir et merci. La question est à M. Nadji Safir. Pouvez-vous nous dire s'il y a des échanges concernant l'armement? Vous avez évoqué la puissance de l'armement algérienne, je pense notamment à la formation des pilotes, etc. Est-ce que vous avez quelques éléments à nous apporter? Merci. Je ne sais pas qui pourra me répondre, mais est-ce qu'il y a encore une incidence du code de la famille qui existe donc en Algérie, je pense, et l'incidence en France? Moi, j'aimerais savoir qui tient en ce moment les rênes du pouvoir. Après, c'est encore une parole. Moi, je voulais parler justement tout à l'heure, on disait que l'Algérie, c'est le premier pays normalement francophone dans le monde, mais on l'a invité en tant qu'observateur. C'est elle qui ne veut pas. On y reviendra. Oui, c'est l'Algérie qui refuse. Oui. C'est les enjeux qui étaient évoqués tout à l'heure de mémoire et aussi de construction politique qui sont fondamentales pour le comprendre. Oui, je comprends bien. Mais moi, je voulais faire le lien avec une autre langue, parce qu'en France, la deuxième langue parlée en France, c'est le berbère. Et on voulait introduire l'instruction de l'arabe en France. Donc il y a une certaine contradiction.
Qui commence? Allez, beaucoup à vous. Nadji, allez-y. Et puis ensuite, peut-être que tous les deux vous interviendrez. Bon, il est évident qu'à la première question, j'ai envie de dire à la première partie de la première question, il n'est pas possible de répondre. Hein. C'est un scénario de politique fiction. On ne sait pas ce qui se serait passé si en 1979 il y avait un autre président que Chedid Benjedid, etc. C'est assez difficile d'y répondre. Et j'ai envie de dire, de toutes les façons, l'histoire est passée, elle a fait son œuvre, et on en est là. Alors par contre, la question sur l'économie rentière est une question fondamentale. Le problème, c'est que l'économie algérienne est une économie rentière quasi caricaturale. C'est-à-dire que si vous prenez la part des exportations qui n'est pas constituée par les hydrocarbures, même dans un pays comme l'Arabie Saoudite, je regardais les chiffres il n'y a pas très longtemps, elle est, me semble-t-il, de 10 à 15%. En Algérie, c'est 2 à 3%. C'est-à-dire que l'essentiel des exportations, pour ne pas dire toutes les exportations, sont constituées d'hydrocarbures ou d'hydrocarbures légèrement transformés. Donc, effectivement, c'est le grand défi. C'est un défi immense que de transformer cette économie qui est une économie rentière, parce que c'est ça la réalité. L'Algérie vit d'une rente extérieure, là c'est une rente exogène qui est produite par la vente des hydrocarbures sur le marché mondial. Comment la transformer en une économie productive, diversifiée, etc. Il y a actuellement, si vous vous intéressez à la question, vous tapez ça sur Internet et vous aurez peut-être pas des dizaines, mais disons une bonne quinzaine de rapports sérieux sur la question. Beaucoup d'institutions se penchent sur la question. Il y a un rapport tout à fait récent, il date de quelques jours, de l'International Crisis Group. C'est une ONG internationale spécialisée dans les problèmes de sécurité internationale. Elle vient de sortir un rapport sur cette question. Mais il y en a plein. Donc, il est difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est que la transformation va demander du temps. Et au moment où nous parlons, une course est engagée entre la réduction des hydrocarbures dont dispose l'Algérie, parce qu'elle n'a pas des réserves extraordinaires, elle a des réserves en hydrocarbures conventionnels, c'est-à-dire des hydrocarbures classiques, fossiles classiques. Mais elle a un potentiel en hydrocarbures non conventionnels, les hydrocarbures tels que le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Mais vous le savez tous, je sens des réactions dans la salle, que leur exploitation est une catastrophe écologique. Parce que la seule technique, enfin la technique dominante à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Vous envoyez de l'eau à une pression extraordinaire et ça a des conséquences dramatiques sur l'environnement. Donc, comme je vous le disais, c'est une course de vitesse entre cette diminution en réalité des capacités de financement de l'économie d'un côté, et puis de l'autre, une demande sociale qui est là. Hein. Il y a une hausse au moment où l'on parle, c'est assez peu connu, mais il y a une reprise de la natalité. C'est un phénomène absolument exceptionnel. La natalité n'a pas cessé de diminuer. Si vous voyez la courbe, elle descend, est arrivé à 2,1, puis hop, c'est remonté. Et c'est remonté, on est à 2,3, 2,4, peut-être même 2,5. En taux de fertilité. Donc, bref, je ne vais pas trop m'attarder sur cette question, mais effectivement, la question que vous posez est centrale, celle des enjeux liés au caractère rentier de l'économie algérienne. Bon, très rapidement, sur la question des rênes du pouvoir.
voire, j'ai envie de dire, il faudrait être particulièrement informé, être dans le secret du sérail, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mutations. Il y a des mutations importantes qui sont en cours au moment où on parle. Pour ceux qui s'intéressent à la vie politique algérienne, par une décision du président, toutes les structures du FLN ont été balayées. Voilà. Ça s'est passé il y a 3 jours. C'est strictement non conforme au statut du FLN, mais c'est une décision qui a été prise. Et, à mon avis, derrière tout cela, il y a une réflexion qui est certainement en cours pour trouver une solution à la crise politique que vit le pays. Très rapidement, sur la question de l'armement, je n'ai pas de chiffres précis, mais vous le savez certainement du moment que vous avez posé la question, l'armement de base de l'armée algérienne n'est pas un armement français, c'est l'armement de base est un armement soviétique, et il y a des acquisitions d'armement par-ci, par-là, allemand, français, même américain, mais le premier fournisseur reste de très loin la Russie. Voilà, je pense que je m'arrêterai là. Il y a d'autres questions. Merci Nadji pour ces réponses concises, parce que ça aurait mérité de nombreux développements. Il y a d'autres questions qui ont été posées sur les droits d'inscription des étudiants. Je pense qu'on a tous un mot à dire, mais vas-y, Farida d'abord. Moi, je vais plutôt me contenter des étudiants. Juste pour dire, donc c'est très récent, et puis j'espère qu'il va y avoir une mobilisation collective forte, non seulement dans les pays concernés qui envoient des étudiants, mais aussi en France, parce que c'est aussi, et principalement je pense aux universitaires français, de se mobiliser contre le fait qu'il y ait un droit de scolarité discriminant pour les étudiants hors UE, puisque c'est ça, en fait, les étudiants au sein de l'UE payent les mêmes frais de scolarité qu'avant, c'est les étudiants hors UE, et d'autant plus que c'est une loi encore plus discriminant. Ce que je vous disais, j'essayais de vous dire tout à l'heure un peu sur la réciprocité. Dire certes c'est appliqué à tout le monde, mais selon le pays dont vous venez, le pouvoir d'achat dans ce pays-là et la valeur de la monnaie dans ce pays-là, on n'est pas du tout sur un système d'égalité. Le fait que quelqu'un qui vienne de Hong Kong va payer les mêmes frais de scolarité qu'un Algérien ou qu'un Ghanéen, c'est pas la même chose. D'autant plus qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, qui est celle du taux de change en fait. Il y a deux taux de change parallèles. Il y a le taux de change réel et puis le taux de change qui est pratiqué dans la rue, puisque l'Algérie en fait essaye de contrôler ce que les gens possèdent en euros. Or l'euro est valorisé, donc le taux de change parallèle monte très haut, et donc ces frais de scolarité sont d'autant plus impossible à s'acquitter pour les personnes lambda. Donc je pense que cette mobilisation, elle doit exister de ce côté. Parce que si elle existe que dans les pays concernés, elle ne va pas impacter grand-chose. Juste pour revenir sur la question des étudiants, parce qu'elle est un peu cruciale, je l'ai un peu étudiée, parce que j'ai un peu étudié la question de la mobilité étudiante aussi, au prisme des obstacles à la mobilité. Et il y avait des éléments très intéressants là-dessus aussi l'année dernière. J'aurais pu commencer mon anecdote comme celle de Macron par celle des étudiants. En 2017, il y a eu un cafouillage dans le dispositif Campus France, notamment dans les tests, dans les inscriptions de tests pour le français, où sur Internet ça ne marchait pas, tout le monde a cru qu'il fallait se déplacer, et donc il y a eu une ruée devant l'Institut français, juste à la veille du 1er novembre, et donc il y avait tout un climat politique où certains disaient qu'il y a une instrumentalisation de la question, c'est la France qui nous nargue, elle a fait exprès pour que les gens y aillent, et puis des prises de position un peu racambolesques de Louis Labesse qui dit aux étudiants algériens que ce sont des traîtres à la nation, puisqu'ils devaient aller partir étudier à l'étranger. En discutant aussi avec les personnels diplomatiques, là aussi, c'est quand la procédure parfois prend le pied sur toute autre chose en réalité, où on me dit « Ah non, mais ils utilisent les visas étudiants pour migrer ». En gros, dans la tête de quelqu'un qui applique ou même contribue à faire, en fait, en étant à cette politique du guichet, eh bien, un visa étudiant, ça vise à aller étudier, puis revenir dans son pays. Toute personne qui ne rentrerait pas dans ce scénario-là, en fait, abuserait un peu du visa étudiant. Et
d'ores et déjà, avant même que cette loi passe depuis la France sur les biais de scolarité, il y avait plein de biais pour jouer. Le retour de Xavier Driancourt à la tête de l'ambassade de France, en fait, par exemple, on a commencé à appliquer les conditions de ressources de façon beaucoup plus stricte qu'auparavant. Auparavant, si vous passiez par le dispositif de sélection de l'université, on estimait que si vous aviez un petit peu de ressources, étant donné qu'en tant qu'étudiant, vous pouviez travailler un certain nombre d'heures dans votre semaine, vous n'aviez pas à avoir de quoi vivre pendant 1 an, bloqué dans un compte en banque pour pouvoir avoir un visa étudiant. Dès que vous commencez à appliquer ces lois de façon très stricte, là, vous vous limitez. Et l'important, c'est qu'en réalité, la France veut être un pays d'attractivité pour les étudiants, mais bien vu, elle ne veut pas être un pays d'attractivité pour les étudiants de ce qu'on pourrait appeler le Sud global, même si ça pose un problème comme dénomination. Je vais surtout essayer de répondre pas mal de questions, fort de mon incompétence, parce que les questions étaient un peu vraiment tournées vers le présent, mais essayer de montrer que l'historien peut peut-être quand même avoir des choses à dire, même si je m'aventure en terrain sur lesquels je n'écrirai pas, même si c'est enregistré. La question sur la langue berbère. Alors la question est extrêmement intéressante. Hein. Déjà, la langue berbère, deuxième langue parlée en France, deuxième langue parlée dans les familles qui ont migré depuis l'Algérie, deuxième langue parlée en France. On n'a pas tellement de statistiques d'ailleurs sur les langues parlées en France, on a des statistiques sur les langues enseignées, mais vu qu'un certain nombre de langues sont des langues qui sont avant tout parlées dans l'intimité familiale, on a des enquêtes sociologiques, on n'a pas des statistiques au niveau national, mais on a quelques éléments dans l'enquête Théos, des choses comme ça. Alors ce que je dirais, et je crois comprendre ce qu'a voulu dire monsieur, notamment un certain nombre de militants qu'on appelle parfois berbérisme, je sais que c'est mal pris, donc je mets tous les guillemets, hein, je mets tous les guillemets, ont été piqués du fait qu'il y ait tant de débats sur l'enseignement de la langue arabe, et peut-être pas autant de débats sur l'enseignement de la langue tamazir, par exemple. Alors, la question qui se pose, c'est comment l'éducation nationale se positionne par rapport à des langues qui sont considérées comme des langues de circulation internationale ou des langues qui sont considérées comme des langues plus régionales. Au premier chef, les langues régionales françaises. Déjà, pour comprendre le rapport de l'État français à la langue berbère ou aux langues berbères, parce qu'il n'y a pas que le kabyle, devenu tamazir, voilà, je connais assez mal, mais il y a quand même tout un ensemble de langues. Il faut comprendre le rapport de l'État français aux langues régionales. Déjà, ça me semble important. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que quand même, la France, Paris, a été un haut lieu de, on va dire, l'institutionnalisation de la culture amazigh. Bien sûr, la culture amazigh existait depuis des siècles, mais l'Académie berbère de Paris, le groupe d'études de Vincennes, des groupes autour de quelqu'un aujourd'hui comme Salem Shaker par exemple, sont des lieux où il a été possible de faire vivre cette langue avec derrière des associations de terrain, des milliers d'associations, des centaines, même avec des milliers, voire des dizaines de milliers d'adhérents, avec la circulation par la chanson, etc., à une époque où il n'était pas possible en Algérie d'avoir avant le printemps berbère, il n'était pas possible en Algérie d'avoir des associations qui se revendiquent berbères, alors qu'il existait des associations qui se revendiquent berbères en France, et notamment au niveau de l'impression en langue amazigh, qui s'est fixée à l'écrit relativement récemment. Paris a joué un grand lieu, ce qui faisait que les militants berbères, qui pour beaucoup étaient immigrés en région parisienne, il y en avait aussi en Algérie, mais ceux qui pouvaient parler de façon plus officielle, pour beaucoup étaient immigrés en Algérie, parlaient de Paris comme de la seconde capitale culturelle du monde berbère, en raison de la possibilité d'y écrire, de faire imprimer, de créer des associations dès les années 60, ce qui était très contesté, en revanche, par l'amicale des Algériens de France. Sur le statut personnel, je ne rentrerai pas dans le débat quels sont les effets du Code de la famille en Algérie, je dirais juste que, et là, avec toute mon incompétence, mais que je parle un peu parfois avec des spécialistes de droit privé international, cette question du statut personnel des étrangers en situation d'émigration, elle n'est pas propre aux Algériens et aux Algériennes. Ce sont des règles internationales qui font que du point de vue
du statut personnel, de ce qu'on appelle, ce qui en France est régi par le Code civil, les étrangers, quand ils sont en situation d'émigration, restent régis, sauf, alors c'est extrêmement compliqué, hein, mais on va dire la règle avec ces exceptions, la règle c'est qu'ils restent régis par leur statut de leur pays de nationalité, quand bien même ils sont en situation d'émigration. Et je voudrais juste, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais sur le mode de l'anecdote, c'est quand même pas inintéressant, vous dire comment les fonctionnaires français des années 30 s'arrachaient les cheveux pour dire comment on organise une répudiation entre un homme émigré qui vit en région parisienne et qui veut se séparer de sa femme ou d'une de ses femmes en Algérie, sachant qu'il existait, la plupart des Algériens étaient régis par le statut personnel musulman, mais que ce n'est pas le même en région kabyle, où il y avait justement des coutumes kabyles qui s'appliquaient, et que les frontières entre les deux étaient le jeu de beaucoup de conflits, et que de fait, normalement, ces règles-là n'auraient pas dû s'appliquer en métropole. Sauf que si le mari est en métropole, et on voyait parfois des choses s'organiser sur le mode de serment prêté simultanément à Paris devant un service spécifique de la police parisienne et dans une mosquée en Kabylie pour résoudre un certain nombre de questions. Donc il y a une très longue histoire justement des questions de statut personnel qui est... Voilà, la très longue histoire, elle est liée à la colonisation. L'histoire présente, elle est liée aux règles de droit international privé et qui ne sont pas propres, à l'Algérie. Et juste un mot sur l'OIF. Alors, je vais peut-être paraître un peu à contre-courant, mais je vais expliquer d'où je parle. Je pense que dans mes livres, j'ai suffisamment parlé des violences subies par les Algériens, des discriminations subies par les Algériens, dans un certain nombre d'engagements peut-être aussi, pour dire que c'est toujours étonnant aujourd'hui, notamment quand vous parlez à des jeunes qui reçoivent des courriers quand vous êtes dans des permanences associatives, de personnes qui demandent à réintégrer la nationalité française. Qui est un dispositif qui existe, mais qui est très bordé, très compliqué, mais qui a servi notamment dans les années 90. Vu que les Algériens étaient très peu reçus à l'asile, on a même inventé l'asile territorial à ce moment-là, quelques-uns, bien sûr plutôt issus des élites intellectuelles francophones, ont été réintégrés dans la nationalité française au-delà de ces règles spécifiques. Et les jeunes, que ce soit quelle que soit leur histoire migratoire, hein, ça tient ensemble tout cela, mais souvent par empathie pour les Algériens, nous disent mais c'est dégueulasse, ils ont été colonisés et ils n'ont plus la nationalité française. Sauf que l'histoire, elle est complètement autre. C'est que ces colonisés, ils se sont battus pour ne pas avoir et ne plus avoir la nationalité française. Et il faut leur rendre quand même cela. C'était une volonté, et au contraire, l'État français, pas parce qu'il il voulait accorder quelque chose, faire un cadeau à ses Algériens et ses Algériennes, mais il a laissé une porte ouverte, notamment parce qu'un certain nombre d'Algériens et d'Algériennes s'étaient beaucoup engagés dans le soutien à l'administration française pour qu'un certain nombre de personnes puissent acquérir la nationalité française, ou conserver la nationalité française, mais acquérir une pleine citoyenneté française, si on veut être précis. C'est donc, la possibilité était ouverte en 1967 pour le droit d'option pour la nationalité française. Et pourquoi fais-je ce parallèle avec l'OIF? C'est que quand on va un peu vite, on a l'impression que ce statut d'invité, c'est la France qui cantonnerait l'Algérie au statut d'invité dans l'OIF. Ce qui est vraiment paradoxal quand on sait qu'aujourd'hui l'OIF est dirigé par l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, un pays où le français n'est plus langue officielle, le français est de moins en moins parlé, alors que le plus grand pays, parce qu'effectivement, quand les calculs sont faits, l'idée c'est qu'aujourd'hui le pays où il y a le plus de francophones, mais c'est très compliqué de définir ce qu'est un francophone, serait l'Algérie, ne serait qu'invité. Mais c'est parce que l'Algérie ne veut pas rentrer dans une institution qui est une institution post-coloniale. C'est ça qui est très important. Et n'oublions jamais que l'Algérie, ça a été rappelé en partie par Farida, c'est un État qui, dans les années 70, est considéré, j'utilise une expression qui est souvent utilisée, comme la Mecque du tiers-monde. C'est-à-dire qu'il y a un État qui, par la symbolique de sa victoire, de l'indépendance arrachée, a quand même un pouvoir de négociation avec l'État français.
C'est pas un État qui n'a pas de pouvoir de négociation avec l'État français, quand bien même il y a eu une décolonisation qui s'est faite aussi, pas simplement dans la rupture. L'armée a des bases pendant longtemps, voilà, il y a beaucoup de choses. Le pétrole n'est pas nationalisé tout de suite, et quand bien même, l'Algérie n'est pas un ex-État colonisé comme les autres, pour tout un tas de raisons, par son rayonnement international. La lutte a eu un rayonnement international énorme, et cette victoire, elle a été arrachée plus que sur les champs de bataille à l'ONU. C'est pas une manière de minimiser la victoire. Ça veut dire que les nationalistes algériens avaient un répertoire d'action très large et ont été capables de faire endosser leur lutte par des peuples du monde entier. Ce qui fait que l'Algérie, elle peut se poser comme un interlocuteur qui n'est pas comme les autres et qui ne rentre pas sous les fourches codines de l'Organisation internationale de la francophonie, qui veut bien y avoir une place en disant bon, on va quand même pas laisser le pays qui a le plus grand nombre de locuteurs hors, mais on veut une place à part. Très beau. Presque de conclusion, puisqu'on arrive au temps imparti. Alors, deux petites choses quand même pour répondre sur la question des droits d'inscription. Bien sûr, il faut que le monde universitaire se mobilise, et on se mobilise, chacun à notre niveau. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi la société, parce que derrière, c'est pas simplement les droits d'inscription pour les étudiants étrangers et la logique, en gros, on voudrait avoir simplement des étudiants qui viennent des Nords et non plus des Suds, ou alors des riches des Suds, parce que c'est ça aussi qui est proposé, soit sur le modèle chinois ou d'autres modèles, mais c'est aussi les droits d'inscription pour les étudiants en France. N'oublions pas la logique qui est derrière, c'est qu'on va tirer le fil complètement, et là c'est le désengagement de l'État dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais depuis de nombreuses années, et c'est sans doute un autre débat qui s'ouvre. Le deuxième élément sur lequel je voulais revenir, sur la rente de l'Algérie, parce que si on présente son économie entière, il ne faut jamais perdre de vue non plus qu'en 2012, elle renflouait le FMI, alors que l'Europe en était très loin. Donc il y a toujours aussi des enjeux. Faut regarder les deux aspects, me semble-t-il, du phénomène, même si aujourd'hui on sait très bien que cette économie de rente a diminué, mais en 2012, il y avait encore un moment important de floraison. Et puis derrière tout ce qu'on a pu dire, tout ce que vous avez pu entendre ici, il y a d'autres enjeux sur lesquels on pourrait ouvrir ces relations, mais Un livre, une vie le fait, Les Nuits d'Orient le font, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est la musique. On avait choisi bien sûr certains aspects qui étaient plutôt socio-économiques, géopolitiques et migratoires, les hommes, les femmes et les femmes, les hommes, ou les étudiants. On ne pouvait pas tout voir ces relations franco-algériennes par ce prisme, mais il faut continuer bien sûr avec Les Nuits d'Orient, Un livre, une vie et tous ceux qui travaillent autour de ce débat, de ces rencontres. C'est pour vous remercier le public qui a été attentif, qui a posé des questions pertinentes, et puis remercier les organisateurs. Et je remercie en votre nom tous les intervenants de la table ronde.